On va clap. Bon, eh ben, bonjour. Et merci d'être là pour ces derniers créneaux de la journée. Vous avez passé une bonne conf? Ouais. Ah, oh, ils ont encore la pêche, c'est cool. Et c'est cool. Bon, alors, non, non, c'est parce que bon, c'est pas grave. Bah, on fait les slides à deux, mais on n'est pas toujours synchronisés. Donc, présentation. Qui sommes-nous? À toi l'honneur. Moi, c'est Horacio. Le petit accent que vous arriverez peut-être à percevoir si vous vous concentrez vient du fait que je suis espagnol et malgré avoir passé plus de la moitié de ma vie à la pointe de la Bretagne, l'accent ne bouge pas. Je m'occupe de la team de DevRel, Developer Relations et Node.js Cloud. Et bah, je suis aussi assez impliqué dans les communautés de dev de la pointe de la Bretagne. Et tout ça pour dire qu'au fait, on organise une petite conférence au mois de juin, le camping des speakers, et le CFP est encore ouvert. Donc si vous avez des sujets, vous voulez présenter dans un cadre exceptionnel, parlez-moi juste après. Donc, à mon tour. Donc, moi, c'est Philippe Charrière. J'ai le même problème qu'Horatio au niveau de l'accent, mais quand je parle avec mes collègues anglais, parce que je bosse pour une boîte américaine, enfin internationale, qui s'appelle GitLab, et je suis Technical Account Manager. Donc, globalement, c'est comme, comment il s'appelle, le Alfred de Batman. Et moi, c'est Alfred, et mes clients, c'est Batman. Donc, il faut que je me démerde pour qu'ils soient contents tout le temps. Je viens pas avec la casquette GitLab aujourd'hui, même si je m'habille gratuitement grâce à eux. Là, je suis plutôt en mode DevRel, comme Horatio, mais DevRel gratuit pour Gitpod. On précise d'ailleurs, Horatio et moi, qu'on ne travaille pas pour Gitpod et on n'est pas payé par Gitpod, c'est juste qu'on s'amuse bien avec leurs produits. Et qu'ils vont peut-être nous envoyer des chaussettes, donc ça peut être intéressant. On ferait tout pour des chaussettes, surtout aujourd'hui, vu comme il fait froid. En plus, on a eu du bol, on a été nommé Gitpod Heroes. Alors, l'autre personne que vous voyez qui n'est ni Horatio ni moi-même, c'est Thierry Chantier, qui fait partie, c'est le troisième Gitpod Heroes. Probablement le premier, je crois que ça a été le premier nominé. Un Lyonnais comme moi. Et les Gitpod Heroes, c'est ceux qui ont fait le plus de bruit sur Twitter à propos de Gitpod. Parce que c'est un produit qu'on aime beaucoup. Et on l'aime beaucoup, bah, il faudra expliquer pourquoi et comment est-ce qu'on a commencé à s'intéresser. Donc tu nous racontes ton histoire vite fait? Parce qu'on s'est intéressé à Gitpod probablement au même moment, je pense. Moi, des fois, on est un peu connecté. Moi, il y avait un problème et c'est toi qui m'as donné la clé pour le résoudre. Voilà. Donc, alors je vous ai dit, je bosse chez GitLab. Chez GitLab, il y a une fonctionnalité qui est géniale qui s'appelle le Web IDE. Alors moi je disais Web IDE au boulot, mais ils ne comprenaient pas, les Américains. On ne sait pas, on ne connaît pas cette fonctionnalité-là. Et c'est une single page application qui vous permet de modifier du code de la doc directement et de commiter directement. Donc pour la doc c'est bien. Coder toute la journée juste avec ça, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Ça s'appuie sur le composant Monaco Editor de chez Microsoft, qui doit être probablement une base aussi de VS Code, je pense. C'est un des composants qui est très utilisé côté VS Code. Donc, le composant Monaco, ça permet d'avoir une sorte d'éditeur light que tu peux incorporer très facilement dans n'importe quelle appli JavaScript, dans n'importe quelle appli web. Donc, Web IDE, super pratique, mais pour de la démo. Mais moi, j'avoue avoir codé comme des journées entières dedans, mais tu deviens fou. Et je tombe sur une issue sur GitLab qui était Proof of Concept using TA for the Web IDE. Et en bas, il y avait des liens, donc je suis allé cliquer sur les liens, à la fois sur taide.org et Typefox. Et je tombe sur une copie d'écran avec un espèce de Visual Studio. Alors, c'était pas du VS Code à l'époque, c'était du TIA, mais globalement, ça partage les mêmes racines. Et je me dis, tiens, ça a l'air pas mal, et j'essaye. Et en plus, vous voyez, il y a un petit lien, quand vous êtes dans GitHub, il y avait un bouton Gitpod. Alors, mon grand désespoir, c'était vous êtes dans GitPod. Ça marchait qu'avec GitHub. Et peu de temps après, en décembre 2019, blog post, Gitpod supporte GitLab. Alors là, pour moi, c'était juste plan love, quoi. Et j'ai commencé à l'utiliser. Et moi, je ne sais pas si vous vous souvenez, début 2020, il y a eu un truc un peu bizarre, un confinement ou quelque chose comme ça. Et tous les événements dev sont passés en virtuel de jour au lendemain. Et pas de bol ou beaucoup de bol, c'est à ce moment-là qu'on me dit « Hey, on vient d'accepter ta proposition pour faire un lab autour de Stencil, autour des web components. Sauf que comme c'est virtuel, ce ne sera pas 20 personnes dans la salle, c'est potentiellement 150 ou 200 et à distance. » Donc tout ça pour dire que quand moi j'organise normalement un lab dans une conférence, c'est que je passe les premières 15 minutes à être sûr que tout le monde a
tout ce qu'il le faut installer sur la machine, et la bonne version d'NPM, et la bonne version de TypeScript, et un éditeur digne de ce nom, et tout ça. Sauf qu'à distance, tu ne peux pas te balader dans la salle en essayant de dépanner les gens quand ils n'ont pas tout ça. Donc, il me fallait trouver une solution qui me permet de faire des labs beaucoup plus grands et complètement en virtuel. Et Philippe m'avait parlé de Gitpod. Je ne pensais pas qu'il était prêt à être utilisé pour ce type de besoin, mais j'ai testé. Et j'ai testé de la façon la plus simple. Ouais, attends, parce que... Non, là, c'est voilà, le lien en bas. J'ai testé simplement en ajoutant un bouton. Tu peux descendre un moment? En ajoutant un bouton. Il est là. Et ce bouton-là, c'est simplement une URL de gitpod.io. Et si tu peux cliquer vite fait, bah. Et je me suis dit, je ne fais rien d'autre. Si ça marche, ok, je le prends. Si ça ne marche pas, il faudra que je me débrouille parce que mon lab, c'est dans 10 jours, quoi. Là, on est sur du GitHub, hein, on n'est pas sur du GitLab. Je tenir à le préciser. Et là, ah, mais ça ressemble foireusement à Visual Studio Code. Et j'ai là tous mes steps. Tu peux aller sur les steps 8, par exemple, et m'ouvrir un terminal? Oui, chef. Allez. Et tu fais cd stencil beers. Ah, même avec les lunettes, j'y vois plus. Moi. npm install. Ah, attends, il faut que je traduise parce que tu me le dis en espagnol. npm install. install i. Voilà. Et là, punaise, mais j'ai rien fait de tout. J'ai un node avec tous mes outils. J'ai un npm. J'ai tous mes outils de dev. Le truc marche. Si je fais un npm start, qu'est-ce qu'il va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas. Non, ils ne suivent pas. Tu peux recharger les... Faire un petit refresh parce que oui. ça démarre plus vite que le... Que mon stencil. Et mon projet démarre tout de suite. L'éditeur dans le web, le serveur, il me l'ouvre. Il me donne une adresse publique pour aller taper. Et je peux modifier... Bah oui, effectivement, une triple. Non, je vérifie si ça marche. Bah oui. Et tu me donnes soif en plus. Donc mon projet avait marché sans le moindre problème. Et vous pouvez l'avoir en mode preview sans sortir de l'IDE normalement. Hein. Oui. Si tu vas ici sur les Remote Explorer. Tu es sûr que c'est là? Oui, clique. C'est toi le chef. Et là, tu dis, tu peux avoir déjà un mode public ou privé. Le public, c'était ce que vous avez vu juste avant. Et par contre, il met not found. Ouais. Mais ça, vous avez vu, ça se recharge super vite. Et donc, je l'ai testé pour les labs. Et ce qui était étonnant, c'est qu'il y avait plus d'une centaine de personnes devant. Et je n'ai pas eu une seule fois un problème d'infrastructure, un problème de je n'ai pas la bonne version, un problème de quoi que ce soit. C'est-à-dire que depuis, même quand j'ai fait des labs en présentiel, quand j'ai fait des formations, quand j'ai donné des cours dans des écoles, bah, je l'utilisais pour tout. Parce que ça me permet de que les gens puissent, d'un simple clic, avoir tout ce qu'ils ont besoin pour coder, même avec une vieille machine, même avec une machine complètement verrouillée par un RSSI un peu trop... Ouais, voilà, vous comprenez, je vais aller rire. Dès qu'il est un navigateur, ils peuvent travailler. Et là, c'était une vraie découverte. Ça marche pas que dans Chrome. Hein. Non, ça marche aussi sur Firefox, Safari, je l'ai testé sur mon iPad, j'ai codé sur mon iPad. Bref, c'était une vraie découverte. Hop. Et donc, ça nous a poussé à... Est-ce qu'il y a d'autres use cases pour ça? Et surtout, est-ce que ça ne change pas un peu les règles de jeu? Parce qu'on parle de la top à 6 000 €, c'était quand les MacBook Pro Ultra Cool, machin truc est sorti. Et... Ouais, juste avant le confinement, en fait, j'étais à une conf, enfin à la soirée d'une conf, et j'ai fait la commande du nouveau MacBook Pro 16 pouces, Intel à l'époque, mais bourré. Et j'ai pris toutes les options. Et quand on dit 6 000 €, ce n'est pas un chiffre aléatoire. Et on s'est dit, mais vraiment, est-ce que c'est normal qu'aujourd'hui on ait besoin de tout ça? Et donc, on a commencé à se souvenir des histoires différentes qu'on a tous eues. Les types, voilà, tu vas demain chez un nouveau client et il travaille sur une appli distribuée où il y a 25 000 technos différents, de Rabbit, de MQ, de MariaDB, de Redis, des applis en Java, des applis en Python, de JavaScript. Tu as un laptop standard, allez, 4 ou 8 Go de RAM si tu as de la chance, va installer tout ça et le faire tourner.
Le grand moment d'un G en SS2I, quoi. Voilà. Qui travaille en SS2I? Ah ouais. Mais moi aussi, ça m'est arrivé. Hein. Et pourquoi? Parce que tout ça s'est compliqué encore les dernières années. Avant, tu disais, je ne peux pas l'installer sur mon laptop, mais maintenant, on a des Docker, on a des containers. Donc, c'est simple. Théoriquement, tu peux tout mettre sur ton laptop. Là, c'est un Chromebook avec 8 Go de RAM, mais ça marche sans problème. Et donc si tu as ton laptop à 6 000 €, tu peux même tirer des Docker Compose, des Kubernetes pour installer presque un SI complet là, un SI de dev complet, et tu vas avoir ton Redis, ton Mongo, ton machin, ton truc, tes 4 types de compilos, et ça va marcher. Mais ça reste un laptop. Et même avec les 6 000 €, je pense que les tiens, on l'entendait l'éviter quand il commençait à les charger un petit peu. Pour non? les gens qui me suivent sur Twitter, mon super MacBook Pro 16 pouces, 64 Go de RAM et 4 Tera de disque, chauffe énormément. Voire même des fois à un point, si je fais du streaming, où des fois il s'est arrêté. Mais même s'il ne chauffe pas, voilà. Même s'il ne chauffe pas, simplement est-ce que c'est cohérent de demander aujourd'hui à un développeur de passer du temps à installer et configurer tout ça sur sa machine et à devoir avoir des machines à des perfs énormes simplement pour coder une modification dans une page quelconque? Est-ce que c'est cohérent de demander tout ça en termes matériels, en termes d'efforts? Et donc, moi, ce que je voudrais dans l'idéal, ça serait que mon IDE soit complètement dans le web et que s'exécute quelque part dans le cloud, pouvoir travailler partout. Et on s'est dit, mais c'est littéralement ça. Avec Gitpod, on peut aller très, 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 très loin. Et on a décidé, on va creuser pour voir jusqu'à où on peut aller. On va les raconter. On va trouver des use cases qu'on a réussi à prouver que ça marche. Et on va peut-être donner envie aux gens de tester ces façons de développer. Alors, Gitpod, pour résumer, c'est un espèce d'IDE complet dans un onglet, mais vous pouvez vous en ouvrir autant que vous voulez. Et en fait, c'est même plus qu'un IDE, chaque onglet est un ordinateur, entre guillemets. Et c'est relié toujours à un repo Git, GitHub, Bitbucket, GitLab, peu importe. Et vous pouvez même imaginer avoir finalement un onglet qui est plugué sur chacune de vos branches des repos si vous voulez bosser en même temps sur plusieurs branches d'un même repo. Donc c'est assez pratique. On a parlé d'Eclipse Theia parce qu'avant, Gitpod s'appuyait sur Theia et ils sont passés maintenant sur VS Code. Vous bossez donc à distance. Votre IDE est chargé, on va dire, localement comme une single page application un peu améliorée. Et vous avez des workspaces. C'est pour ça que je disais, c'est pas un IDE, c'est un ordinateur, parce qu'en fait, le workspace, c'est un environnement d'exécution qui est chargé en même temps que votre IDE, dans lequel vous pouvez faire tourner différents runtime qui s'appuient sur du Docker. Donc, vous pouvez préparer à l'avance des environnements. Et c'est ça qui pour moi fait la différence par rapport à d'autres solutions. Tu n'as pas qu'un IDE, tu n'as pas qu'un éditeur de code. Tu as tout l'environnement pour construire, tester et travailler avec tes applications. Et tu peux contrôler qu'est-ce que tu mets là. Basiquement, si ta solution peut se mettre dans un Dockerfile, tu peux l'exécuter en Gitpod. Voilà, donc. Et ça vous permet de travailler partout. Donc là, le vélo, il est à moi, la tablette, elle est à moi, et je vais travailler. Quand j'en ai vraiment marre, je vais bosser au parc avec Gitpod, ou grâce à Gitpod. Et donc, ça permet des choses comme ce que vous allez voir, tous les démos que vous allez voir, ils tournent sur un petit Chromebook qui est loin d'être une bête de course, mais ça peut tourner aussi sur une tablette. Ok, sur un iPad, c'est un peu plus embêtant parce que le clavier n'est pas un clavier adapté pour des devs, mais si tu as un smart cover machin, mais c'est que ça, quoi. Sauf si tu fais du développement front. Je préfère vous dire, ceux qui vont aller s'acheter un iPad à la sortie juste pour pouvoir coder avec Gitpod, si vous faites du front, le faites pas parce que pour tout le reste. Non, ouais, parce que déjà c'est du Safari, mais si tu fais des front, tu vas pas travailler sur un Safari. Mais tu ne peux pas mettre autre chose que Safari sur un iPad. Il y en a qui vont me dire c'est du Chrome, mais en fait c'est le même composant web dedans. Vous n'avez pas la console JavaScript du navigateur sous iOS, donc vous pourrez jamais vérifier ce que vous êtes en train de faire. Et ça va être pénible. Donc pour du développement front, Gitpod iPad, non. Prenez un Chromebook, ça va être moins cher en plus, et ça marchera très bien.
Sur une tablette Android, par contre, le problème est moins. Non, sur la tablette Android, le Chrome Android, tu n'as pas la console JavaScript non plus. Oui, mais au moins, tu as un truc plus compatible. Bref. Ouais. Mais bon, débat d'experts. Quand on parle de qu'on peut créer des workspaces en base à un repo, bah, basiquement, Gitpod peut démarrer à partir de n'importe quel repo, GitLab, GitHub, Bitbucket, ou même des dépôts privés. Avant, pour les dépôts privés, il fallait qu'il soit la version on-premise avec les dernières modifications. J'ai vu juste avant-hier, tu peux te connecter à des repos privés, à des repos on-premise, à ton Git de ta boîte aussi. Ouais, avec la version SaaS, si ton instance GitLab on-prem ou GitHub on-prem, ou probablement Bitbucket, mais là, j'ai pas testé, est ouverte publiquement, tu peux utiliser la version SaaS aussi directement. Mais sinon, c'est open source. Donc, ça veut dire que tu peux l'installer sans aucun problème. Aujourd'hui, ça s'installe très facilement sur Kubernetes. Pas très facilement, c'est lui qui le dit. Maintenant, je dis aujourd'hui, parce qu'il y a 4 mois, la première fois qu'on a essayé, on s'est cassé les dents tous les deux, mais depuis, ils ont écouté la tout communauté. Seul, moi, j'ai même pas essayé, je savais que j'y arriverais pas. Il me dit, t'inquiète pas, je m'en occupe, tu vas voir, quoi. On n'a pas fait le slide. On a râlé sur les Discord et on était hyper réactifs, et maintenant, il y a un installeur de one-click qui est vraiment une petite merveille. Donc, justement, c'est open source et ils sont derrière des gens qui sont très attentifs à la communauté, qui prennent très bien les remarques. Et donc, comment on le fait? Alors déjà, un projet Gitpod, donc toujours dans un repo Git, et il se compose, si vous l'ouvrez directement comme on a fait avec le repo d'Horatio, ça va tout de suite charger un workspace avec une image Docker qui est par défaut, qui s'appelle workspace, enfin gitpod/workspace full. Et globalement, c'est un peu comme si vous aviez une Ubuntu avec les outils de base. Donc vous allez avoir un compilateur Go, plus ou moins dernière version, pareil pour du Rust, voilà. Vous allez avoir Python, vous allez pouvoir faire des fronts. En gros, avec l'image de base, mis à part si vous faites des Java ou des trucs, disons, exotiques, ça va passer nickel et vous n'avez rien à toucher. Vous ouvrez directement à partir des dépôts Git, le workspace Gitpod, et il y a tout ce qu'il faut. Mais des fois, on a besoin, par exemple, de faire des tuner Java, un peu son environnement. Donc, vous pouvez faire, avec le fichier .gitpod.dockerfile, vous pouvez, en fait, c'est un Dockerfile, en fait, mais dans lequel vous pouvez faire de l'héritage, finalement, par exemple, de la Gitpod Workspace Full, ou de mettre votre propre image Docker. Et après, utiliser le fichier .gitpod.yml, qui est l'espèce de à la fois auto-exec et config.sys de votre machine, qui, quand elle va démarrer, une fois qu'elle aura chargé l'image Docker, va exécuter différentes commandes. Donc ça peut être un npm install. Cela, Horatio me l'a fait faire à la main tout à l'heure, mais on aurait pu imaginer qu'à l'ouverture de son workspace, le npm install se fasse automatiquement. Et je voulais dire autre chose, mais je l'ai oublié. Donc ça, oui, ici, vous bénéficiez aussi de toutes les fonctionnalités de tuning de VS Code. Donc si vous rajoutez un répertoire .vs Code avec settings.json, task et tout ça, vous pouvez vraiment tuner votre environnement, changer le thème, mettre des icônes. Vraiment, c'est un vrai VS Code. Et donc, j'ai déjà dit ça. Oui, parce que non, tu ne l'as pas dit exactement, parce qu'on est un peu en avance de phase. Ouais. Bah, tu parles beaucoup, donc moi je... Bon bah, non, c'est bon. Résumé, donc un workspace, c'est un environnement Docker complet. Pour chaque projet, tu peux avoir autant de workspace que tu veux, à partir de n'importe quelle référence Git, in pair, en commit, in branch, tu peux les ouvrir comme tu veux. Les workspaces, tu peux les partager, tu peux les... Ce qui permet, ce qui est très pratique quand tu veux demander de l'aide à quelqu'un, montrer ce que tu as fait, faire un peer review ou quoi que ce soit d'autre. Et ils peuvent communiquer entre eux, c'est-à-dire que tu peux monter sur Gitpod ton front, ton back, lancer ton front et que ton front parle à ton back qui derrière va faire quoi que ce soit d'autre, le tout sans avoir rien à installer. Minute vendeur. Minute vendeur. Combien ça coûte? Bon, en fait, on n'est pas payé pour, donc on peut le dire. Ouais. À la base, si vous utilisez mon use case, donner des cours, faire de la formation et tout ça, pour vous, ça va être gratuit parce que les 50 premières heures par mois sont gratuites. Donc moi, j'ai dit à mes élèves, maintenant vous vous connectez là, mon module c'est 3 cours pendant 3 semaines, ça fait 7 fois 3, 21 heures, et voilà.
Et c'est pas le premier mois, c'est 50 Voilà, heures c'est chaque tous mois les sa mois. recette, quoi. Alors après, si vous faites un workshop et qu'il y a un gars qui, en plus, il est un peu malade et il se lève tôt le matin et il code tout le temps, vous allez être embêté parce que lui sera bloqué par contre. Mais c'est pour ça qu'il y a des autres plans. Mais bon, ils ne sont pas très chers. Je sais qu'on a même un des utilisateurs payants de Gitpod parmi nous dans la salle. J'ai fait tous les plans en fait. Je suis passé au dernier. Et alors normalement, quand vous êtes GitLab Hero, il vous file le plan, je sais plus lequel, open source ou non, enfin pour les projets open source, je crois que c'est le plan No limit pour l'open source. No limit, mais pas le no limit en termes d'heures, mais pas en termes de nombre de workspaces parallèles et puis de durée d'un workspace si tu l'utilises pas. Et la responsable de la communauté m'a dit bah en fait toi je peux pas. C'est où je te laisse ton plan actuel, ou je te donne grade en fait. J'ai fait non c'est bon, je continue à payer. Bon, après, j'ai tenté d'expanser ça au boulot, ils ont accepté pour l'instant. Mais là, c'est le côté payant. Bonne nouvelle, et une utilisation qu'il y a de plus en plus. Vous gérez un projet open source, et votre projet, un des problèmes, c'est réussir à que les gens fassent la première contribution. Parce que normalement, ils ont des choses installées. La première contribution est plutôt embêtante. Vous parlez avec Gitpod, il vous file un plan open source pour votre projet. Ça veut dire que vous créez l'image qui va bien pour pouvoir compiler, tester tout votre projet. N'importe qui l'utilise pour bosser sur votre projet open source, il est sur le plan gratuit, donc pas limité. Un vrai projet open source. C'est pour ça qu'il faut parler pour avec votre page eux. Web, voilà, ça marchera pas. Non, mais c'est pour ça qu'il faut parler avec eux, mais de que vous savez, si vous êtes maintainer d'un projet open source reconnu, ça permet de réduire énormément la barrière d'entrée. Plus besoin de devoir préparer sa machine ou d'avoir une grosse machine pour ça. Et une autre chose, si tu peux revenir un instant, il ne faut pas oublier, c'est open source, tu peux l'installer chez toi, ça ne te coûte rien. Ou si tu es une de ces boîtes-là qui veut toujours avoir quelqu'un à blâmer en cas de problème, tu peux l'installer et prendre le support pour la version self-hosted. Et là, tu as les avantages d'un produit open source installé on-premise, mais avec des supports derrière. Prenez la version SaaS, c'est tranquille. Alors, pourquoi Gitpod au lieu de CodeSpace, me direz-vous? Parce que je pense. Qui utilise CodeSpace? Tu es tout seul, on dirait. Il y en a qui utilisent CodeSpace? Ah ouais. Enfin bon. T'as dit à ta direction que tu utilisais CodeSpace? C'est pas grave. Alors, à savoir que quand vous montez un workspace Gitpod, vous avez beaucoup plus de ressources machines en termes de CPU et de RAM. Essayez, sur le même projet, vous ouvrez avec CodeSpace d'un côté, Gitpod de l'autre, vous tapez htop. Comme c'est dans du container, je veux dire, on ne peut pas garantir la valeur des métriques, mais enfin vous verrez qu'il y a quand même une différence notable. L'ordre de les garantit. Voilà, c'est Gitpod, vous pouvez l'utiliser sur du GitHub, du GitLab, du Bitbucket. Ou un dépôt Git chez toi avec la version. Ouais, c'est pas faux. Donc open source. Alors là, open source, c'est surtout que ça vous garantit la pérennité quand même de l'outil. Self-hosted, on en a déjà parlé. Les snapshots, c'est globalement, vous perdez pas votre boulot si vous cliquez en sortant et que en pleine nuit vous vous réveillez en disant merde, j'ai pas commité. C'est pas grave, vous pouvez rouvrir votre workspace. Il a une durée de vie d'une semaine, je crois. Et ça m'a sauvé la vie plusieurs fois. Les pré-builds que je n'utilise toujours pas. Donc, tu sais les expliquer? Les pré-builds, c'est que des fois, vous avez des workspaces qui vont être un peu plus lents à charger, un peu plus lents. Spoiler, peut-être ils vont prendre 4 minutes plutôt que 30 secondes si vous savez beaucoup de choses. À un moment donné, c'était ça qu'il faisait, il te pré-buildait une bonne partie de ton workspace et tant que tu ne changeais pas comment ton workspace était produit pour l'ouvrir, même s'il était complètement, voilà, même si au bout d'un moment il le décharge, c'était beaucoup plus rapide parce que tout était déjà prêt. Alors moi je fais différemment, en fait, je me prépare des images Docker à l'avance avec tous les tout ce dont j'ai besoin. Tournée bien sympathique. Voilà, et ça me permet de démarrer un petit peu plus vite que... Mais là, on va voir parce que par rapport au use case, il y a des trucs vraiment sympas qu'on peut faire à base de ces fonctionnalités-là et des possibilités de faire tourner n'importe quoi. Et maintenant, c'est toi le maître. OK. Pour l'installer la version open source, fonce. Première chose, ne vous embêtez pas avec la version open source si vous n'avez pas une bonne raison. Et une bonne raison, c'est par exemple, vous avez une contrainte
votre code, vous le verriez dans une instance Git à vous parce que vous ne pouvez pas l'utiliser dans le cloud, contrainte réglementaire. Ben dans ce cas-là, votre IDE, vous n'allez pas le mettre dans le cloud. Donc, vous pouvez le mettre en premise. Ça semble logique. Ça, c'est une bonne raison. C'est cool. Pas bonne raison. Ah bah, si on l'installe, vu que c'est open source, c'est moins cher, donc on ne va pas payer les 8 € par mois par utilisateur. Là, c'est une fausse bonne raison. Parce que basiquement, oui, tu vas l'installer. Bon, ça va te prendre un peu plus de temps. Oui, il va falloir après l'interfacer avec ton authentification interne. Ça va te prendre un peu plus de temps. Ça va te coûter de le hoster quand même si c'est dans tes ordi. Et surtout, c'est toi qui vas devoir te faire le support derrière quand les choses sont pas bien. Donc, ceci dit, c'est simple à installer. C'est simple maintenant. Si on me l'avait dit en septembre, quand je me suis cassé la tronche sur plusieurs Kubernetes et à la fin, Philippe a réussi à l'installer sur un K3S et c'était très propre, j'aurais dit non, c'est galère. Là, c'est un installeur assez simple qui marche sur un Kubernetes vanilla sans Moi, souci. j'ai toujours pas réussi à le faire. En fait, j'ai même pas essayé. Hein. Ouais, mais Moi, tu m'as dit que tu y arrivais. J'ai fait. Allons-y. Et si vous le faites, si vous l'installez vous-même, bah, essayez de l'installer sur une solution managée, que ça soit chez nous, bien entendu, la meilleure, mais sinon chez nos amis de Google ou d'Azure, n'importe où. Mais ne le faites pas vous-même, bien entendu. Vous pouvez même le faire sur du K3S, donc comme tu disais, dans une VM ou chez Civo qui fournit aussi concurrent de VH. Pardon, tout petit. Ouais. Ils sont anglais, eux. Donc. Bon, et pourquoi on a voulu faire ce talk-là? Parce qu'il y a plein de use cases qui nous font triper. On va vous montrer certains de ces use cases. Alors, le Hello World, on va pas vous le montrer parce que finalement, c'est cliquer sur un lien pour ouvrir l'IDE et c'est exactement en fait ton cas d'usage de workshop. Donc, c'est pas le plus utile. Mon cas d'usage de workshop, on l'a déjà montré, mais basiquement, je l'utilise maintenant dès que je dois faire un workshop ou une formation avec des étudiants ou une formation continue ou quoi que ce soit, parce que ça me permet de m'affranchir sur la contrainte de qu'est-ce qu'il va m'amener comme laptop la personne. Ouais, pensez-y, quand vous faites des workshops, ça peut être super pratique. Alors, si il n'y a pas de Wi-Fi, effectivement, vous êtes dans la merde. Mais je me souviens d'un workshop fait avec Nicolas Leroux sur du Scala. On avait préparé plein de runtime dans des zips, il fallait dézipper sur la machine et on avait pensé à tout. Et ça fonctionnait. Et on l'avait testé. Et on a eu un gars avec un Windows 32 et un gars avec un Linux 32. Et eux, ça n'a jamais marché parce qu'on n'avait pas pensé aux architectures 32 bits, par exemple. Petit joueur. Moi, un des derniers Basecamp où je n'avais pas cet outil-là, j'avais tout pensé, j'avais préparé des clés USB pour des différents systèmes, j'avais tout préparé, mais il y avait dans la salle des personnes qui travaillaient dans une division sécurisée de Thales, qui avaient interdiction d'installer quoi que ce soit sur leur ordinateur. Donc, il avait, oui, certes, un navigateur, mais rien d'autre, à part les ports USB complètement bloqués, interdiction formelle d'installer quoi que ce soit. Et là, bah, ils sont passés les 3 heures de là à regarder l'écran. Dans le même, ouais, j'ai lu ça. Il y a des gens qui bossent chez Orange? Non, parce que quand vous faites un workshop, si vous voyez les gens qui viennent à votre workshop avec le logo Orange dessus, vous savez que vous allez avoir des ennuis. Un autre cas qui est très sympathique, c'est quand tu dois prévoir des postes pour des gens qui arrivent, pour des prestataires, pour une nouvelle équipe. Et là, le cas des prestataires, surtout, c'est très compliqué parce que tu vas devoir installer ce qu'ils ont besoin pour pouvoir accéder à ton code. Et là, c'est particulièrement embêtant parce que tu dois installer tous les systèmes avec toutes les contraintes de sécurité, les droits, etc. En utilisant Gitpod, si c'est pour une prestation longue, c'est très bien, mais si c'est pour des interventions courtes de consulting, avec Gitpod, tu peux donner un droit, un accès granulaire à justement ce qu'il a besoin, sans avoir besoin d'installer quoi que ce soit. Tant qu'il a un Wi-Fi invité avec accès restreint dans lequel il peut se connecter, tout va simplement marcher. Tu lui donnes l'accès, quand il est parti, tu enlèves les... Combien de chefs de projet dans la salle? D'anciens chefs de projet? Et tu as connu cette souffrance justement où il fallait que pour le lundi, tu installes plein de machines pour tes petits... Hein? Tu as eu de la chance. Bon, moi j'ai connu.
Et du coup, avec Gitpod, vous pouvez préparer les environnements à l'avance. Alors là, c'est un truc, j'ai repompé un projet côté GitHub que j'ai trouvé qui avait l'air sympa parce que j'y connais rien à Prometheus et je voulais me former. Et je l'ai mis sur GitLab, forcément. Et je peux l'ouvrir avec Gitpod. Alors, vous voyez ce petit bouton Gitpod. Avant, il n'y avait que le bouton ouvrir avec le Web IDE. Maintenant, il y a Gitpod. Vous n'êtes pas obligé d'installer un... Il n'y a pas de plugin pour l'installer. C'est natif à GitLab. Parce qu'en fait, les ingés GitLab et les ingés Gitpod ont bossé ensemble. Sur les autres serveurs Git décentralisés, non centralisés plutôt, on va dire cette fois-ci, type GitHub, Bitbucket, il faut installer un plugin Chrome il faut simplement ou Firefox. Faire un petit A href égale gitpod.io 10 le nom de ton repo. Ça suffit largement. Hein? Voilà. Bon, moi je préfère cliquer, ça va plus vite. Mais littéralement, ce qu'il fait derrière, c'est ça. Alors ah oui, je l'avais déjà ouvert. Donc vous voyez, il détecte que j'avais déjà un workspace d'ouvert. Donc là, c'est beaucoup en termes de design, c'est beaucoup plus joli que l'exemple d'Horatio tout à l'heure parce que justement, j'ai pu m'installer mes extensions, mes icônes et tout ça. C'est pour ça qu'on les monte après, quoi. Voilà, on peut changer son thème. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi j'ai mis ce thème. Moi, je suis plus sur du... Je suis un ancien utilisateur de Cobalt dans... Donc, un petit truc qui est sympa, c'est que dans votre workspace, vous pouvez vraiment faire du Docker in Docker. Donc, et donc du Docker Compose. Hop. Donc, je n'ai rien installé sur ma machine. Je lance mon Docker Compose. Est-ce que vous voyez assez au fait? Ouais. Y notre avantage, ils sont une bande de passantes qui est, sans comparaison, 10 fois mieux que la meilleure fibre que vous pouvez avoir à la maison, au boulot. Donc ça veut dire que quand il va se farcir toute la récupération d'images, il va le faire, ou la récupération de dépendances Maven, par exemple, quand il commence à télécharger la terre entière, là, il le fait à une vitesse qui est beaucoup plus rapide, sympathique. Ouais. Donc là, on va attendre un petit peu que ça tourne, mais normalement, il lance tous les environnements. Et il me dit que j'ai accès à quelque chose sur le port 90, 8080 et port 3000. Alors, je ne sais jamais, 3000 c'est lequel? C'est les métriques, Node.js, c'est... Bon, on va voir. Hop. Donc par exemple, là, j'ai du Grafana avec mes dashboards. Et je dois pouvoir aller voir des trucs. En fait, c'est une application Node.js qui tourne et il y a du Prometheus, des Grafana, il a tout installé d'un coup. Alors, je ne choisis jamais le bon dashboard, a priori, où il faut attendre que l'application tourne un peu plus. Et le fait de pouvoir utiliser Docker Compose, ça veut dire que tu peux mettre des choses assez complexes d'une façon plutôt simple. Et facilement. Moi, je voulais me former justement. En fait, chez GitLab, on peut exposer des métriques Prometheus dans des reports dans GitLab. Et pour faire les tests, j'avais besoin de tout ça. Et je ne sais pas l'installer, ça me saoule. Et en fait, là, vous avez vu, ça a pris 2-3 minutes, parce que j'avais déjà le projet. Mais j'ai déjà tout un ensemble d'applicatifs qui est fonctionnel. Et du coup, moi, je sais que le gars qui l'a fait correctement et je peux plugger mon GitLab dessus et faire mes essais. Donc c'est vraiment très facile et du coup vous avez tous les bénéfices de Docker Compose dans Gitpod, donc ça c'est plutôt génial. Hop, continuons. Là, une autre chose que j'ai fait assez souvent, c'est faire des formations et depuis quelques temps, beaucoup de formations autour de Kubernetes. Et là, ce qui m'embêtait concrètement, c'est justement la partie installation des choses. Pas de bol, dans l'image workspace de base, il n'y avait pas les outils que je voulais pour Kubernetes. Donc, je me suis dit, combien de temps ça va me prendre de faire mon petit truc pour ça? J'ai décidé de faire une image minimale pour travailler avec Kubernetes. Donc, une image minimale pour moi, c'était Opening Gitpod. Il me fallait qu'il puisse faire un kubectl, qu'il puisse faire des Helm et des Customize, qu'il puisse avoir 2 ou 3, 4 outils comme ça.
et qu'ils puissent avoir un endroit pour les exécuter, un terminal, que je sais que c'est un Linux, donc il ne va pas me dire, mais moi en Windows, comment je fais ça? Et moi, sur mon Mac, je n'ai pas le droit de mettre quoi que ce soit. Non, simplement un truc qui marche. Et donc, la seule chose que j'ai ajoutée, c'est un Dockerfile. C'est un dépôt vide avec une image pour le logo et un Dockerfile. Et dans mon Dockerfile, je pars de l'image Gitpod Workspace de base et je vais simplement aller mettre kubectl, aller mettre Helm, aller mettre Customize, j'installe 2 ou 3 paquets et là, directement, je peux commencer à faire toute ma formation. Et ça a pris 2 minutes pour démarrer. Moi, ça m'a fait gagner facilement une demi-heure. Et surtout, je sais que s'il y a un problème, que s'il bloque sur quelque part, ils peuvent me partager le workspace et je peux directement, depuis ma machine, pouvoir voir, pouvoir guider, pouvoir dire non, le problème que tu as, c'est ça. Parce que cette partie-là est aussi intéressante quand on fait des formations, quand on fait des labs. C'est que la capacité de partager workspace, ça te permet à toi d'accéder à ce que l'élève est en train de faire et donc à pouvoir l'aider d'une façon beaucoup plus efficace. Donc là, hein, vous avez vu, il y a son Dockerfile où il explique tout ce qu'il veut installer et ça a été buildé au chargement la première fois. Ça ira plus vite la prochaine fois. Et dans le fichier .gitpod.yaml, je voulais avoir quelques extensions pour... vous expliquez le lien vers le Dockerfile. Sinon, ça peut être vers une image Docker existante. Parce que c'est le lien par défaut, mais il y a l'explicité. Et vous avez vos extensions qui vont s'installer automatiquement. Ça, si ça ne s'installe pas automatiquement, il demande est-ce que vous voulez installer. Mais comme ça veut dire que là, depuis mon Gitpod, s'il me faut un autre outil, je vais pouvoir le mettre dans le Gitpod Dockerfile, je vais pouvoir le modifier, le relancer et enrichir les masses à fur et à mesure. Je crois que c'était pour ça que j'ai ajouté la partie de Crow à la fin, il me fallait pour un truc. Bref. Alors, après, on parle là, l'exemple, c'est un peu aussi préparer X postes de dev avec un environnement de développement, mais ça peut être aussi, si vous voulez, apprendre une nouvelle technologie sans pourrir votre ordinateur. Parce que moi, mon Super Mac, c'est un Zo et il n'est plus du tout stable. Vous pouvez vous servir effectivement de Gitpod. Donc, par exemple, moi, en ce moment, j'apprends le Rust. Donc, je me suis créé un repo. On va l'ouvrir. Alors, je crois que je l'avais déjà ouvert, donc ouais. Hop. Donc, qu'est-ce que j'ai dans mon Dockerfile? Hop. Voilà. Alors, je parle, la plupart du temps, je barre de l'image de base, parce que de toute façon, comme ça se passe chez Gitpod, moi, que l'image, elle soit grosse ou pas, j'en ai un peu rien à faire. Et j'installe ce dont j'ai besoin. Donc, j'aime bien le HTTPIE qui permet, c'est un peu comme un curl, mais avec des couleurs et c'est plus sympa. Comme je m'amuse à faire des espèces de microservices avec du Rust, j'aime bien les tester pour voir le temps de réponse. Donc, j'utilise le petit programme et dans l'image Gitpod full, il faudrait que j'agrandisse un petit peu, il y a de base qui est installé l'outil Brew. À la base, c'est un outil pour Mac, mais maintenant il existe pour Linux et pour faire les installs, c'est hyper pratique. Et je m'installe aussi le Wasm Pack qui permet de faire des fichiers Wasm à partir du Rust. Et j'ai tout mon environnement de dev. Donc, on n'a pas lancé grand-chose, mais là, j'ai juste un petit bout de code Rust qui est une espèce de fonction. Donc, si je vais dans mon... je pense que je me suis fait des... Ouais, je peux builder directement pour vous montrer que ça build. Alors comme c'est du Rust au début, il faut qu'il charge un petit peu là tout le chaîne et ça peut prendre du temps. Et ce que je fais en fait, c'est que mon fichier Wasm, ensuite je le sers à partir d'un outil Node.js qui s'appelle Fastify. C'est comme Express. Si ça compile. Et donc vous voyez que ouais, c'est en train de compiler. Le node module, il est déjà prêt parce qu'à l'ouverture dans mon gitpod.yaml, j'avais fait un npm install. Comme ça, je ne me pose pas de questions. Je démarre toujours avec une config propre. Vous pouvez dire les ports que vous voulez rendre visibles de l'extérieur, donc où vous bossez en mode localhost, ou si vous voulez lancer un truc et dire à quelqu'un de se connecter dessus pour tester, vous pouvez le faire sans aucun problème. Il faut juste préciser les ports au démarrage et ça marche nickel. Donc,
là, mon fichier wasm, il a dû être créé ici. Si je lance mon... Non, je fais un... C'est quoi? Je fais un... J'y vois plus rien. Je fais un serve. Donc, je lance en fait Node.js. J'ai un serveur HTTP. J'ai le port 80 qui est ouvert. Je peux créer un nouveau terminal. Et je crois que je fais que du post dessus. Voilà, ouais, c'est ça. Donc, tac. Donc ça me permet de tester. De l'extérieur, je pourrais le tester de la même façon et je peux faire mon test de charge. Donc vous avez un vrai environnement de dev et en plus vous pouvez le partager avec l'extérieur. Et comme le serveur, il va les associer à une URL, vous pouvez même tester depuis votre local à l'instance de votre appli qui est en train de tourner sur Voilà. Gitpod. Et mon service est pourri parce que j'ai quand même 11.404, donc il faudra que j'aille bosser un peu sur le sujet. Oui? Non, tu peux récupérer... merde, je viens de fermer mon truc, attends. Ce que tu peux faire... Je t'ai entendu, Laurent. Ce que tu peux faire, c'est sur les ports que tu as ouverts, quand tu es dans ton terminal, hop, 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 voilà, tu tapes gp URL, le port 80, et il te donne une URL que tu peux utiliser de l'extérieur. C'est ça. Ou sinon, tu vas ici. Ou tu vas, tu le fais troisième repository, hop, voilà. là, je vais y arriver. Et là, tu as tes ports, tu récupères les URL, tu peux dire si c'est privé ou public. Donc, ça veut dire si tu les fais privé, il faut passer par ton navigateur, là où Gitpod tourne pour accéder. Si c'est public, c'est ouvert sur Internet, donc ça te permet de faire des tests depuis ta machine ou que quelqu'un d'autre fasse des tests pour toi. Oui. L'avantage du GPU URL, c'est que tu peux le scripter en fait et récupérer et faire des choses pas mal. Alors, moi maintenant, j'utilise Gitpod tout le temps, que ce soit pour mes side projects, pour le boulot. Et du coup, j'ai même amélioré mon workflow de dev. Donc, si je retourne sur mon petit programme Rust, par exemple, je me le gère au hasard dans un fichier. Maintenant, quand je fais une feature, je me crée une issue. On a un truc qui est pratique, qui est le create merge request. Ça fait que je crée ma merge request automatiquement à partir de la issue. Je ne suis pas obligé de créer un fichier directement et tout ça. Et le petit truc qui est sympa, disponible depuis août, c'est qu'on peut ouvrir Gitpod à partir de la merge request directement. Donc tu te positionnes sur la branche de ta merge request et tu es en mode dev et tu peux commencer à coder. C'est quoi le bzzz? On a 5 minutes. D'accord. Donc, alors, je vous ai expliqué le concept, je ne vais pas faire la merge request et tout ça, parce que sinon on ne pourra pas parler de tout. Mais c'était pour montrer qu'en fait, c'est finalement, si vous avez un workflow type feature flow, c'est super intégré avec Gitpod et c'est super pratique. Tu veux dire quoi par CI/CD? Bah là, c'est ton IDE, donc ça s'intègre. Si ton VS Code en local s'intègre bien avec ta CI/CD, ton Gitpod s'intégrera bien avec ta CI/CD. Pour moi. Après, il y a plein de cas d'usage. Après, dès que tu les pousses sur le Git en question, il y a ta CI/CD qui prend la suite normalement. Et moi, j'ai des utilisations détournées. Par exemple, chez GitLab, quand vous êtes sur du gitlab.com, vous avez droit au share runner. Donc c'est pratique. Ça vous fait la CI à pas cher. Par contre, c'est lent sa race, quoi. Et puis surtout, si vous bossez en même temps que les Américains, n'en parlons pas. Et du coup, j'ai besoin des fois de runners temporaires avec plus de puissance. Et donc, j'utilise pas les share runners. Je vais utiliser des runners que je monte dans Gitpod, en fait. Donc, j'ai un projet Gitpod qui, au démarrage, va créer des runners, les enregistrer, des runners Docker, s'enregistrer sur le repo GitLab. Donc, des runners as a service. C'est ça. Mais des fois, tu as besoin de faire des tests de CI et ne pas embêter tes petits copains ou besoin de puissance. Donc en fait, moi, j'ai à mon script d'init, j'ai des shells. J'en ai un qui me crée le runner. Alors, ils sont bêtes comme chou et ça peut s'optimiser.
Mais en fait, je me crée là, j'ai 6 runners à part pour qu'ils puissent bosser tous en parallèle. J'ai un petit script qui sera lancé, qui est en JS, parce que j'aime bien le JS, et puis pour attaquer l'API GitLab, c'est pratique, mais qui va désenregistrer les runners existants au démarrage pour enregistrer des nouveaux. Comme ça évite de l'empilement. Et là, j'ai lancé mon truc. Où est voilà, donc j'ai des runners, c'est des runners de groupe que j'ai créés. Donc ils sont ici. Je ne vous ferai pas le lancement de l'exécution parce que pareil, ça tourne. Mais si je vais dans mes settings, et ça s'est fait automatiquement et j'ai rien besoin de toucher, j'ai mes 6 runners. Alors mon là, il y a marqué 4 heures. Il y a 4 heures, c'est parce qu'il y a 4 heures, j'ai lancé mon workspace pour le préparer à l'avance. Mais j'ai mes 6 runners qui sont lancés. Maintenant, si je fais ma CI, j'ai 6 runners qui bossent en parallèle et mes tests sont beaucoup plus rapides. Donc on peut vraiment utiliser... Gitpod, c'est un vrai ordinateur. Sauf qu'au lieu d'avoir un seul ordinateur, tu peux en avoir autant que ton cerveau pour en gérer, en fait. Gros avantage de Gitpod aussi, c'est un super outil pour toutes les communautés, pour aider les gens, les onboarder sur les projets open source. Des fois, tu as envie de participer. Quand je dis tu, je vous dis tu à vous tous. Hein. C'était pas que à toi. Non, une fois à l'école, on est des étudiants, il me fait monsieur, pourquoi vous regardez que moi? C'est un super outil pour aider les gens. Il y a des fois, il y a des projets, vous dites oh, ça a l'air génial, je veux l'essayer ou participer. Mais je n'ai pas envie de pourrir ma machine. Ouais, moi, c'est surtout, j'arrive pas à l'installer leur truc. Mais putain, merde quoi, qu'est-ce qu'il a fait? Je suis core committer sur un projet, alors j'ai pas commité depuis longtemps dessus, mais qui s'appelle Golo, c'est un langage à base d'invoke dynamique en Java. Et à monter on peut télécharger le truc, copier le jar quelque part et ça marche, mais sinon, si on veut participer à la construction du langage, c'est-à-dire le modifier, il y a toute une toolchain à monter et c'est juste un peu pénible. J'ai énormément souffert à le faire et un jour je me suis énervé une fois que j'ai su le faire, en fait, quelques années après, j'ai rendu le projet compatible Gitpod, comme ça quelqu'un qui veut essayer. Ce projet-là, il n'y a pas grand monde qui veut l'essayer parce qu'il n'est pas très connu, mais quelqu'un qui veut l'essayer peut tout de suite avoir sa toolchain et compiler et modifier directement. Et je fais ça aussi pour... il y a une petite boîte qui fait du Wasm qui s'appelle Suborbital. J'ai participé à leur projet, qui est un petit projet de POC qui s'appelle SAT. Ma seule contrib en fait à leur projet, ça a été de créer le fichier gitpod.yaml, le fichier Dockerfile, et ça fait que les gens peuvent essayer SAT avec toute la toolchain Go et Rust, sans avoir rien à installer. Et ils m'ont fait une demande de modif. Connor, le boss, m'a dit « J'aimerais bien que tu me rajoutes le petit bouton Open Gitpod ». Mais basiquement, ça réduit la barrière d'entrée de contribution à un projet open source d'une façon astronomique. Tu te poses plus de questions. Si tu vois les opening Gitpod, tu cliques, tu sais que tu vas pouvoir contribuer dans les 5 minutes suivantes. Et alors, donc ça, on a un exemple, nous, en interne chez GitLab. Si vous voulez contribuer à GitLab, le projet à installer est gigantesque. Bon, après, c'est juste un Git clone, mais par contre, l'installation de tous les outils, parce qu'il faut du PG, du Redis, du Ruby on Rails, du Node.js, du Go, des trucs que je connais même pas. C'est globalement, quand vous avez lu la doc pour installer ce qu'on appelle le GDK, donc le GitLab Development Kit, vous dites ouais, je vais pas contribuer en fait. Ou à la doc, mais enfin moi en tout cas. Et quand les ingés de GitLab ont rencontré les ingés de Gitpod, ils se sont dit bah, si on faisait un GDK cloud. Et ils l'ont fait. Et ils l'ont annoncé un peu en avance, parce qu'il y avait un gars sur internet qui avait écrit un blog post, ou même qui avait tweeté. Non, il a écrit un blog post après, il a tweeté juste moi j'ai un portable avec 16 Go de RAM, une fois que je lance le GDK, je peux plus bosser. C'est pas super comme message. Et un des ingés qui bossait sur le sujet lui a envoyé un message en lui disant tiens, je t'ouvre une adresse, enfin je te donne un lien, tu peux participer et tu peux le faire avec Gitpod. Le gars a refait un blog post en disant que finalement il pouvait prendre même un portable moins cher et que ça marcherait très bien. Donc je ne vais pas le lancer parce qu'il y a un petit temps de... J'ai mis le lien, mais il y a un petit temps quand même de démarrage. Mais globalement, j'ai testé, j'ai pas contribué au code, mais il y a un projet pour ça, j'ai cliqué sur Gitpod. Et il a fallu, avant que j'arrive dans l'environnement de dev, il m'a fallu 5 bonnes minutes. Mais j'avais un truc qui marchait et j'ai juste lancé
J'ai juste lancé GitLab et en fait, je me suis retrouvé avec un GitLab dans Gitpod. Avec une machine qui ne branchait pas. Donc, moi, je m'en servirai pas parce que je ne fais pas de Ruby, j'aime pas ça. Mais c'est un exemple de jusqu'où on peut aller en termes d'outils de développement. Oui. Je crois que la version en RAM, tu dois friser les 64 gigs. Oui, 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 c'est. Il y a quelqu'un qui fait non. Ah oui, voilà, ouais. Oui. Mais à vérifier, tu fais un hashtop, mais il me semble que c'est plus de 32, ça je suis sûr, mais je crois que c'est 64 gigs. Hein? Oui, mais alors, ça revient à la remarque que je faisais tout à l'heure quand on lance un hashtop. Je dis attention aux métriques, on est dans du Docker. Mais si tu veux, il t'affiche des chiffres qui sont. En tout cas, quand tu vois comment ça tourne, je t'assure Et en que c'est virtual bien plus que 32. Voilà. En virtual CPU, je crois que tu en as 16 ou un truc comme ça. Voilà. Il a de la patate en tout cas, beaucoup de patates. Dernière chose, très vite, parce qu'on est déjà un petit peu Il nous reste 1 minute 58, on est large. Non, c'est une fois qu'on a fait les 5 de rap qu'il y avait, mais on a de 25 de retard. Si vous voulez simplement un Visual Studio Code sur un navigateur, vous ne voulez pas tout Gitpod, ils ont fait aussi un projet qui s'appelle OpenVS Code Server. Et là, tu vas simplement avoir derrière un Visual Studio Code, le projet open source se supporte maintenant aussi. Il y a des commits de VMware, de Uber, de SAP. C'est la logique de Gitpod dans un container. Alors sans tous les trucs, quand tu l'utilises, tu dis merde, je peux pas faire ça. Sans l'environnement, c'est voilà. quel éditeur ça marche super bien. Moi, je le fais tourner aussi sur le Chromebook. Donc pour certains besoins, l'avantage qu'il a, voilà, tu cliques encore. Voilà, c'est simplement une petite partie de Gitpod, parce que Gitpod, on a vu que c'est un simple IDE, mais c'est extrêmement simple à faire tourner sur sa machine. C'est une petite image Docker et on peut faire tourner. Et vous pouvez agrémenter l'image Docker. Mais c'est beaucoup plus chiant que de partir de l'image Gitpod full. C'est pour un besoin complètement différent. Là, tu as simplement envie d'avoir un éditeur de code de qualité sur un onglet. Gitpod, c'est un environnement complet. Bon, conclusion pour finir. Conclusion, Ah oui, tu avais rajouté un slide. Non, c'est moi qui l'ai mis. Excusez-moi, la fatigue. C'est ces slides, sa photo et tout, et il me gronde. Donc, moi, la conclusion, c'est que ça me permet de bosser léger. Et finalement, j'étais à fond pro Mac, machin, et je commence à changer d'avis. Ça permet de bosser. J'ai mis 3 petits points parce qu'en fait, j'étais en Espagne et c'était après l'apéro, pendant que tout le monde dormait. Donc, ça permet de bosser bourré aussi avec un iPad. Non, ça permet de bosser en vacances quand son épouse l'interdit d'amener le laptop en vacances. Je n'amène pas d'ordi. C'est ça qu'il voulait dire. Et j'ai codé pendant 2 semaines. Je fais des trucs de fou, même avec un iPad, vous pouvez aller super loin. Il y a il n'est pas content, le truc qui bip. Le focus, la gestion du focus de Safari iOS est un peu pénible. Mais je pense que ça va changer. Le confort d'utilisation, si vous avez le Magic Keyboard, il est super. Après, si vous faites du front, c'est pas une bonne idée, je pense. Et voilà, merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu.